est parti pour cette 83e émission. Je n'ai toujours pas de retour casque. On va essayer de se débrouiller. C'est toujours la débrouille, là, cette émission-là, les gars. J'ai même pas donné le programme. J'ai lancé le jingle news. J'ai même pas donné le programme, messieurs. Donc, on va quand même donner le programme. On va faire les news, bien sûr. Le résultat des retours des clubs que Nathan va nous faire d'ici quelques instants. On va faire un petit point mercato. Le retour sur Toulouse-Auxerre. La première victoire après 322 jours sans victoire. Les previews TFC 3, les fameux pronos, le débat, la défense toulousaine, un problème qui perdure, point d'interrogation bien sûr, et l'interview supporter de Dimitri qui était avec nous ce soir. On va commencer du coup cette émission avec les news, et c'est Nathan qui va nous faire un petit retour sur les clubs. Et bien effectivement, week-end mouvementé, puisqu'on a eu pas moins de 30 buts sur les 4 matchs des jeunes et des féminines. On va commencer par celles qui ont participé à ce score élevé, c'est les féminines qui ont littéralement fait exploser Saint-Giron 18-0 en Coupe de France. Donc certes, Saint-Giron évolue en départemental, mais l'équipe elle n'est pas tombée dans le piège et elle engrange de la confiance à la vue de la saison qui s'annonce être riche, avec l'objectif du coup de remonter en R1. La reprise du championnat, c'est ce samedi face à Druel à la maison pour tenter de décrocher le premier succès de la saison en championnat. Du côté du centre de formation, pas de succès pour les U17 et les U19 ce week-end. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les U17 qui ont concédé le nul à domicile face à Mérignac sur le score de 2-2. Ils n'arrivent toujours pas à décoller au classement et restent scotchés à la 10e place avec leurs 2 petits points et comptent déjà 10 points de retard sur le podium. Le week-end prochain s'annonce difficile également puisqu'ils se déplacent samedi sur la pelouse de Istres, actuellement 2e du championnat. Les U19, quant à eux, sont inclinés lourdement sur la pelouse de Montpellier 4-1. Deuxième défaite consécutive face aux 2 premiers du championnat, du coup. Rien d'inquiétant en soi, mais qui prouve qu'il sera difficile pour eux d'aller chercher ce podium, tant les équipes qui sont devant semblent être supérieures et sûres de leur force. Les U19 donc sont 7e à 7 points de Montpellier, le leader. Ils seront confrontés à Nice ce samedi à domicile. Enfin, on va terminer avec la réserve, qui ne partiront pas en vacances dans le Gard cet été, puisqu'après avoir chuté à Alès il y a 15 jours, ils se sont à nouveau inclinés à l'extérieur sur la pelouse de Beaucaire, 2-1. Donc après avoir débuté la saison par 2 succès prometteurs, la réserve retombe petit à petit dans ses travers. Ils n'arrivent pas à tenir un résultat après avoir ouvert le score. Ils ont concédé 2 buts consécutifs, donc à la 72e et à la 74e. Donc c'est exactement le même scénario que contre Alès. Donc la réserve elle perd donc ce match et sa place de leader face à son adversaire et compte désormais 2 points de retard sur eux. Ils seront au repos ce week-end en raison du 4e tour de la Coupe de France et tenteront de repartir de l'avant face à Blagnac le dimanche 11 octobre. La Coupe de France d'ailleurs qu'on ira commenter, on ira voir porter foi nous avec la feuille blanche. Effectivement, mon petit programme. Ouais. Auxence, tu veux nous dire un petit truc? Alors oui, moi j'ai fait le retour du coup sur TFC Auxerre, j'ai pris la feuille de stats du coup pour revenir au match si vous le voulez bien. Vas-y. Donc du coup vous le savez, première victoire du TFC depuis 322 jours. Attends, t'es passé sur le retour du match? Ah oui, pardon, je croyais que tu faisais des retours sur le... Prends ton temps, Auxence. D'accord, pas trop bien. Attends, on a point mercato, on a les trucs de la réserve. On va recalmer tout ça. Moi, je viens juste de récupérer un casque. Je crois que c'est la pire ouverture d'émission qu'on ait faite, messieurs. C'est pas grave, on va se reprendre. Yves, je t'entends, du coup, donc déjà, c'est bien. Mercato, départ de Ibra, notre Ibra à nous. Ibrahim Sangaré, bien sûr, et pas Zlatan, quel dommage. Sangaré qui part à Eindhoven, 9 millions d'euros, c'est un bon choix pour vous ou pas? C'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne voulait plus jouer ici. Ça se voyait sur ses prestations depuis un moment. Donc on récupère une somme conséquente et il va trouver un club qui va lui faire franchir un palier. Donc il y a tout le monde est content, je pense, pour ce départ de Sangaré. C'est 9 millions en plus pour le TFC, mais c'est aussi 100 000 euros de moins de masse salariale par mois. Et ça va permettre de recruter potentiellement un nouveau numéro 6. Et c'est intéressant pour nous. Auxence, toi, Sangaré Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que 9 millions, c'est une bonne somme pour le TFC. Et ouais, ça va permettre de recruter peut-être d'autres joueurs. Et j'avais vu que Patrice Garand voulait recruter encore un joueur par ligne. Donc avec 9 millions, ça devrait être suffisant. Ouais, bon après Sangaré voulait partir, fallait pas le garder. Hein. Il part à Eindhoven, son choix de carrière est intéressant, j'ai envie de dire, parce que je le voyais pas aller dans un club plus huppé. À Eindhoven, ça reste un très bon club hollandais. Ça peut être un bon tremplin pour lui. Hein. Mais tout ce qui n'était pas Toulouse, j'ai l'impression qu'il serait parti. Donc, ouais. Que ce soit des 2 anglaises ou à Eindhoven. Mais non, moi je pense que pour le coup là, c'est un bon petit choix. Il faut pas qu'il s'éternise. C'est un ah oui, non, là-bas, c'est vraiment un bon club tremplin pour lui. Puis, il est encore jeune, il a 23 ans. Donc, ouais.
Oui, il passe quand même de la Ligue 2 à la Ligue Europa. Ouais. Faut pas qu'il s'éternise là-bas. Va falloir qu'il montre autre chose qu'est-ce qu'il a montré chez nous sur les dernières saisons s'il veut pas s'éterniser là-bas. Bien sûr. Là, dans l'état où il y va, ça m'étonnerait qu'il y aille avec et pas un titulaire, poste de titulaire, etc. Non, mais il peut faire son trou, ça peut être un tremplin, tu vois. S'il reste 3 ans là-bas et qu'il fait des bonnes prestations, ça joue la Coupe d'Europe chaque année, Eindhoven, ça peut être un tremplin. Après, ça peut être aussi l'inverse. Il va falloir faire des bonnes prestations. Parce mais ça, je dis pas le contraire. S'engarer, c'est 6 mois très bien où on s'est dit qu'on tenait un bon joueur, et derrière, c'est plus que moyen, quoi. Donc voilà, après, je pense que pour l'instant, la très bonne affaire et le coup sûr, c'est de prendre 9 millions sur un joueur comme ça, qui est totalement à la ramasse et qu'il va falloir récupérer de très loin, quoi. Tout à fait. On a Amiens qui est pisté par Alaves et qui était aussi pisté par Dijon, mais il a l'air pas très chaud, notre ami Kelvin. On a Goncalves qui a été prêté au Mans. Bon, ça, on l'avait déjà dit depuis un petit moment, nous, sur la feuille de match, comme quoi Goncalves allait être prêté. Ça y est, là, c'est plus ou moins officiel, pratiquement officiel. Il ira au Mans, donc il joue en National 1, le Mans. Ça peut être une bois-gare, en espérant qu'il fasse pas une énorme saison et qu'il parte 3 mois après, mais ça peut lui faire du bien de gagner du temps de jeu à Goncalves, non ? C'est malheureux parce qu'il a pas su saisir sa chance. Après, en N1, je pense il va pas avoir le niveau pour essayer d'engranger du temps de jeu et pour revenir encore plus fort comme l'avait fait Boisgard à Pau. C'est pas du tout le même poste, mais voilà, ça reste un jeune joueur prometteur. On l'attend depuis plusieurs saisons. Apparemment, Garand ne comptait pas sur lui cette saison, mais voilà, après ça peut toujours être bénéfique. Donc on verra bien comment il va nous revenir. Prêt sans option d'achat, donc ça veut vraiment tout dire. Messieurs, Auxence était impatient d'entamer sur ça. Il va pouvoir le faire. 322 jours. Mais non, mais je comprends. On doit se démarrer d'empêche avec la Champions League et tout. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied oh putain. Donc le retour sur Toulouse-Auxerre, donc je l'avais dit tout à l'heure, première victoire depuis 322 jours. Donc les supporters toulousains l'attendaient avec impatience, certains n'y croyaient même plus. Donc pour le match du coup, je le répète, 3-1, avec Le Bihan qui ouvre le score pour Auxerre à la 58e minute, avant l'égalisation 11 minutes plus tard de Van den Boomen sur penalty, alors que le penalty avait été obtenu par De Jagereux. La fin de match va s'emballer. À la fin, à la 86e minute, d'un rush côté droit, Moreira va terminer son action au fond, à la limite du hors-jeu, sur un but valable sur une passe d'un défenseur auxerrois, avant qu'Ilé ne porte l'estocade finale à la 93e minute. Attention, parce que le but de Moreira, messieurs, il n'est pas hors jeu, parce que c'est vraiment le défenseur qui le remet en jeu. C'est la règle, c'est écrit. Et ça a été très bien arbitré d'ailleurs. C'est un match clairement qui s'est emballé en deuxième période, on va pas se mentir, messieurs. La première période, elle était un peu alors pas soporifique, c'est pas le bon terme, mais on s'est quand même. Il y avait une domination stérile, quoi. Ouais, on s'est beaucoup regardé, mais on sentait que le TEF quand même pouvait faire quelque chose. Ouais, clairement. Et puis voilà, ça s'est enclenché en seconde mi-temps, mais en première mi-temps, il y avait une domination stérile. On voyait que le TEF était au-dessus parce que quand on passait sur les côtés, on voyait qu'Auxerre était souvent débordé. Donc cette première mi-temps, on n'a pas su se procurer énormément d'occasions. Après, moi, je vais pas cacher à tout le monde que comme tout le monde, je pense, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu le début de seconde avec le but de Le Bihan, puis les 2-3 occasions d'Auxerre. Je me suis dit la victoire elle est pas pour aujourd'hui, mais il y a eu quand même une belle preuve de solidarité, d'entraide, et on a vu que ce TF pouvait poser des soucis à des clubs du calibre d'Auxerre, donc c'était plutôt positif, et même s'il y a des choses à revoir comme la défense, on en reviendra dans le débat. Ouais. On a Marc qui nous a envoyé un message qui est ultra intéressant sur le mail de la feuille de match. Alors, il est énorme, mais je vous prends déjà le début. Il nous met que Toulouse a commencé avec un 3-1-4-2 avec Koné en pointe basse, modification par rapport à Clermont où on voyait plutôt un 3-4-1-2 avec Van den Boomen en pointe haute. Donc lui, il a trouvé une adaptation au 4-2-3-1 que présentait Auxerre. Donc déjà, tactiquement, un Garand qui était prêt pour ce match.
C'était intéressant. Et par rapport à Clermont, moi j'aimerais qu'on salue, parce qu'on l'a un peu titillé la semaine dernière, c'est Maxime Dupé, messieurs. Parce que Maxime Dupé, à 1-0, il en sort quelques-unes, et à 2-0 ou 3-0, le match n'est pas le même. Et autant la semaine dernière, on l'a trouvé fautif sur son but pris sur corner face à Clermont, autant là, c'est clairement lui qui nous garde, on va dire, à bord. Et en plus de ça, c'est lui qui nous fait empocher les 3 points, parce que grâce à lui, on prend pas ce deuxième but, et derrière, on plante. Clairement, Dupé... Ah mince, pardon. Vas-y Dimitri, après on enchaîne avec Yves. Vas-y Dimitri. J'allais dire, clairement, Dupé a été homme du match là-dessus. On a vu qu'il a fait 2 très beaux arrêts face notamment à Le Bihan de la tête, et sur le corner avec Bayo qui nous refait quasiment la même que là, Clermont au premier poteau, et ça fait un peu mal. Et on a su, à travers des fulgurances comme Moreira qui est rentré, un coaching gagnant de Garante qui fait rentrer Moreira, et Chilé à la fin qui marque, et ça fait vraiment plaisir. Après, sur le penalty, je sais pas si on a vraiment le penalty sur des Haguereux, mais en tout cas on en profite. Si. Il y a contact quand même. Tu parlais pas Auxerrois? Non, mais j'ai l'impression que des Haguereux saute un peu. À ma plus belle surprise, il y a eu penalty et c'était top. Yves. Alors Dupé, alors Dimitri, je vais aller à fond contre toi. Dupé a été très bon sur cette action, mais je maintiens sur le corner, c'est pas Bayo qui est fautif à nouveau. C'est Dupé qui ne met toujours personne à son premier poteau et qui ne veut personne à son premier poteau. Et Dupé, sur tous les corners, il nous l'a fait à chaque fois. Il a été sanctionné à Clermont. Il manque de se faire sanctionner à nouveau là contre Auxerre. Donc voilà, il a été très bon sur une action. Mais alors sur les phases de coups de pied arrêtés, à chaque fois, il y a du flottement monumental. Il sait jamais s'il doit sortir ou pas. Il hésite à chaque fois. Sur les corners, il fait des erreurs de gardien. Vincent nous l'a dit la semaine dernière. C'est la base qu'on apprend au gardien, de mettre quelqu'un à son premier poteau. Donc voilà, moi Dupé, je reste un peu sur ma faim. Il est capable d'être très bon. Hormis les coups de pied arrêtés, Yves, il nous sort quand même le match qu'il faut. Ah mais je suis d'accord, de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans une émission concurrente, je l'ai mis dans mes tops et dans mes flops. Bravo. Je l'ai mis dans mes tops et dans mes flops sur France Bleu pour pas les nommer. Je sais. Je l'ai mis dans mes tops pour effectivement les arrêts qu'il met, et dans mes flops parce que tu ne peux pas refaire les mêmes conneries week-end après week-end. C'est pas possible. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça va dans l'animation défensive. On y reviendra sur le débat. Puis les gardiens te font gagner une dizaine de points par saison. Et là, c'est clairement le match représentatif, quoi. Il te sort le face-à-face. C'est clairement de 2-0, on revient pas, si le bien le met. Après, il y a clairement aussi des signes de fébrilité, comme le dit Yves, entre le fait de placer son joueur au premier poteau, ou même là où il se fait un petit peu lober et qui va chercher le ballon quand il y a face à l'attaquant d'Auxerre. Ça montre un petit peu qu'il n'est pas totalement serein, que ce soit dans l'anticipation ou sur les phases de coups de pied arrêtés. Mais sur sa ligne, il est quand même très très bon. Et voilà, il va nous faire gagner quelques points, je sens, cette saison. Au-delà de ça, je pense qu'il est important de rappeler, comme on l'a vu dans le huis clos, il n'y avait pas beaucoup de bruit, que Dupé, c'est un garçon qui parle beaucoup et qui a eu vraiment, on a remarqué son leadership qui dépasse celui de malheureusement Gabrielsen, qui peut-être assume pas son rôle à ce niveau-là. Mais Dupé a su gueuler, si je peux m'exprimer ainsi, comme il fallait, et ça, il faut le souligner de la part du gardien. Ouais, ça c'est ce qu'on peut le reprocher un peu la semaine dernière, c'est que là on a quand même bien entendu sur le huis clos. Messieurs, j'aimerais qu'on s'attarde un peu offensivement sur ce match avec un certain joueur qui nous a planté deux buts dès la première journée, où on s'est un petit peu emballé, et que de prestation en prestation on commence un peu à montrer certaines fébrilités. Mike nous avait déjà un peu parlé la semaine dernière. Makoun Bayo, c'est un petit peu brouillon quand même, ce petit monsieur. Il est intéressant. Mais il est un petit peu brouillon quand même dans ses interventions, techniquement parlant. Vous en pensez quoi, vous, de notre cher Makoun? S'il n'était pas brouillon, il ne serait pas au TFC. Il y a un moment où il faut être honnête aussi. Quand tu descends en Ligue 2, tu ne vas pas attirer des joueurs confirmés à la Ben Yedder. Après, c'est un joueur qui a une marge de progression. C'est un joueur qui est toujours volontaire, qui est souvent bien placé et qui, s'il réussit pas tout, là aussi, le gardien auxerrois, notamment sur une tête de Bayo, a sauvé la mise à son équipe parce que il est là, il se crée des occasions, donc on peut pas. Voilà, il est actif, il se bat, il fait des appels. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Après, effectivement, ça serait bien qu'il soit un peu plus finisseur, un peu plus
propre sur certaines actions, mais s'il avait déjà toutes ces qualités-là, est-ce qu'il serait chez nous ? Non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, il y a Marc là, qui nous a toujours envoyé sur ce grand mail qu'il nous a envoyé sur la fin du match, qui nous dit que Bayo est intéressant surtout dans les phases où on a le ballon, parce qu'il redescend venir chercher le ballon pour construire, et c'est lui qui libère un peu les espaces. Et c'est vrai que sur ça, il le fait bien. Après, c'est sa qualité technique que là, qui pêche un peu plus. Mais justement, sur à deux devant, ils ont vraiment une complémentarité avec Antiste, quoi. Antiste qui est plus fin techniquement. Qui est là vraiment dans les petits espaces pour aller décaler, et Bayo qui est juste là pour amener de la présence aérienne, amener son physique, et voilà, qui n'hésite pas à redescendre pour créer les actions, donc et participer à la construction. Donc vraiment, certes, il a encore un petit peu perso sur cette action, on l'a vu sur le dernier par exemple, où il doit décaler en première intention sur Illet. Mais voilà, avec du travail et des automatismes devant, ça peut être intéressant, la doublette Bayo-Antiste. On a senti une volonté de la part de Toulouse de beaucoup dégager sur Bayo, qui est un très bon joueur de tête, qui peut ensuite au deuxième ballon remettre sur Antiste, qui à travers sa percussion et ses qualités offensives obtenir quelque chose, que ce soit une faute, un corner ou un but. On a quand même dégagé la balle 21 fois. Ça fait un dégagement toutes les 4 minutes de la part du TFC. C'est énorme, et cette technique de ne pas passer par les milieux, qui sont selon moi notre force créatrice, là où on a des joueurs vraiment fins techniquement, on passe de la défense à l'attaque comme ça, on perd des ballons, il y a beaucoup de fautes, c'est pas forcément la meilleure solution, et c'est un truc à revoir. D'ailleurs, on a encore eu un petit changement tactique, parce qu'on est repassé à 4, et c'est ce qui nous a aussi donné quelques buts. J'ai critiqué Garand moi la semaine dernière, là pour le coup merci monsieur Garand, dans le sens où le changement tactique apporte quelque chose de plus fluide, et on va chercher cette victoire 3-1, voire même si le troisième c'est un contre, mais il y a quand même 3-1. D'ailleurs sur le troisième but, Bayo pour le coup il peut faire la passe quand même. Il peut faire la passe, mais bon, ça après. Ouais, mais je suis désolé, après c'est un attaquant, on lui demande d'être tueur. C'est ce que j'allais dire, ça reste un attaquant. Un attaquant doit être après, aussi... il joue super bien le coup, hein. Il s'en mêlerait les pinceaux, il réussit pas à frapper, voilà. Il oblige le gardien à sortir une superbe parade à nouveau. Il a fait briller Donovan Léon, qui a été très bon face à lui. Mais voilà, mais sur cette action-là, il n'y a rien de scandaleux à ce qu'il se sert, justement, parce que si tu regardes bien, il se sert de l'appel d'Illet pour se créer l'ouverture pour pouvoir frapper. Et là où il est, de prendre sa chance... on a souvent tellement reproché aux gens chez nous de pas prendre leur chance, de pas frapper, que voilà, moi ça me choque pas qu'ils tentent le coup. Après, en plus, ça tourne bien pour nous, puisqu'elle revient dans les pieds d'Illet, qui peut conclure très facilement. Ouais, ça, il y a plus dur à mettre, il y a plus dur. Ouais. C'est ça. Il y en a mais on en a vu les ratés, ceux-là. Ouais, je dis pas de nom. Mais... D'ailleurs, ce petit Illet là, ça fait 2-3 matchs qu'il rentre. Vous en pensez quoi, vous voulez ? Il a l'air intéressant quand même, non ? De ce qu'on a dit, Patrice Garand en conférence de presse, il n'est pas prêt physiquement. C'est pour ça qu'il rentre au cours du match. C'est intéressant comme profil de joueur qui avait l'air d'avoir l'amour du maillot l'année dernière pour le MK Dons en Championship, qui a été élu meilleur joueur de l'année par les supporters. Un mec qui moule le maillot comme ça, on en redemande au TFC. Et en attaque, on attend beaucoup plus de lui. Il faut lui laisser le temps d'être prêt physiquement pour pouvoir qu'il exprime pleinement son potentiel. Puis il a des qualités physiques, de fixation. Quand il est rentré, on voit qu'il pesait devant, quoi. Donc ça c'est vraiment un profil. Voilà, on disait le profil de Bayo qui va construire, le profil de Antiste qui est fin techniquement. Lui, il a un autre profil aussi. Donc c'est bien, il y a plusieurs profils qui se dégagent en attaque, et honnêtement, ce but va lui faire du bien aussi. Il va, voilà, comme l'a dit Dimitri, il va retrouver un petit peu de rythme. Et il va pouvoir disputer un peu plus de minutes. Donc c'est tout positif pour l'attaque, quoi. Ouais, ça nous fait un trio d'attaquants, ça fait de la concurrence aussi, ça, qui est intéressant. Un Steven Moreira aussi. Te dire sur Illet, il a vraiment en fait ce profil du super sub qui peut rentrer quand les défenses sont un peu plus fatiguées, un peu cramées, et qui justement est un poison parce que il court partout, il rentre dedans, il n'hésite pas à aller mettre le pied, à s'imposer physiquement, et je le vois mal réussir à s'imposer et passer devant Bayo et Antiste, mais par contre en position de mec qui rentre à la 60e, je pense qu'il a le bon profil pour faire ça, et que il mettra quelques buts un peu à la manière de celui qu'il a mis contre Auxerre.
Oui, parce que ça a l'air aussi d'être un renard de surface, donc il est toujours bien placé au bon moment. Il pourrait mettre quelques buts qui seront utiles peut-être dans le futur. Ouais, il a une qualité de placement qui est très intéressante, ça je suis d'accord. Après, avec les nouveaux changements tactiques, le fait qu'il y ait 5 changements en 3 fois, le fait d'avoir 3 attaquants, on va dire 3 bons attaquants, ça peut faire la diff aussi sur certains matchs. Puis quand t'as Bayo et Antiste qui ont fatigué des défenses pendant 70-75 minutes, avoir un profil comme ça sur un mec qui va encore plus peser, qui peut être, comme l'a dit Oxens, renard des surfaces et être là au bon moment, voilà, c'est vraiment un profil intéressant pour le TF. Ouais. Messieurs, vos tops, vos flops. Nathan. Ouais, le top, on l'a dit tout à l'heure, Dupé qui, je pense, nous fait gagner le match. Quoi qu'on veuille en dire, même si voilà, il y a toujours des approximations, mais voilà, il sort les 3 parades qu'il faut au bon moment. Alors, après, on n'a pas parlé, mais de Jagereux, je trouvais que c'était un joueur d'expérience qui était plutôt bon à la récupération, qui a gagné son penalty à l'expérience aussi. Donc au final, je trouve que justement, on parlait d'expérience dans cette équipe-là, et on sent qu'il y a une osmose qui se crée avec des joueurs, voilà, qui peuvent amener du vice. Souvent le penalty, il plonge un peu, il y va au vice, mais il y a contact. Il y a contact. Oui, bien sûr, il y a contact. Mais il y en a, ils auraient peut-être essayé de faire une réaction. Voilà, là, il va chercher le penalty, c'est tout à fait normal. Et après, l'animation offensive de la fin de match, là, dans mon top aussi. Des flops, non? Des flops, la défense, il y a du mieux à faire, mais on en reviendra après dans le débat. Il faut garder les arguments pour le débat. Allez. Dimitri, tes tops, tes flops. Au niveau du top, Dupé, il nous sauve la balle du 2-0, voire du 3-0. Donc pour moi, c'est comme s'il marquait 1 ou 2 buts. C'est comme si un joueur marquait 1 ou 2 buts, et c'est hyper important. Ensuite, en flop, je tiens à donner une mention spéciale à Van Den Boomen pour ses coups de pied arrêtés dans les tops, où je l'ai trouvé pas mal à ce niveau-là. Bon centre, mais il n'y avait personne à la finition. Et dans les flops, je dirais Gabrielsen, parce qu'il a manqué de sérénité défensive. Alors moi, en top, j'ai mis Machado et Dupé, parce qu'ils ont fait un bon match quand même. Et j'ai aussi mis Morera, parce que son entrée a été décisive. En flop, j'ai mis Diakité, pour moi un peu trop fébrile en défense. Et Bayo, qui a eu trop de déchets au cours de ce match. Yves? Ouais, moi, les tops, je mets Dupé forcément parce qu'il nous sauve le match à un moment où ça peut très mal tourner. De Jagereux parce que c'est vraiment le profil de joueur qui nous manquait. C'est le joueur qu'en fait, quand il est chez toi, tu vas l'adorer, et quand il est en face, tu vas le détester. Parce que c'est la saloperie qui va savoir mettre le pied, faire la dégueulasse qu'il faut pour couper l'action, et qui dans le même temps va savoir tomber au bon moment pour obtenir des bons coups francs, qui sait conserver le ballon, qui sait l'utiliser, donc c'est vraiment pas mal. Et Morera, parce que Morera qu'on avait tous mis au placard, qu'on voyait partir, il rentre avec un super état d'esprit, mais ça j'en doutais pas de sa part. Et en plus, il sait se rendre décisif en utilisant bien son positionnement et les possibilités de se projeter vers l'avant qu'il y a. Et puis, quel sang-froid sur son but, parce que le but, il est pas facile à mettre. Hein. Il la met parfaitement bien. Il peut pas la mettre mieux. Puis en 20 minutes, il met bien sur le banc, quoi. On a vu quand même un état d'esprit de sa part. Je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que c'est pas la même chose, et il bénéficie de tout le boulot qu'a fait Amiens avant quand même, parce que quand il rentre en face, c'est quand même cramé. Donc c'est un peu rapide pour mettre Amiens sur le banc, mais il se pose en concurrent crédible et sérieux, voire en remplaçant d'Amiens si Amiens s'en va, qui semble pas être forcément des plus sûrs au jour d'aujourd'hui. Moi, après, dans les flops, je mets Dupé pour ses placements sur les coups de pied arrêtés, parce que pour moi, c'est inadmissible. Je mais Gabrielsen, parce que même s'il y a du mieux par rapport aux autres prestations, c'est encore quand même très très fébrile, et il y a des erreurs un peu phénoménales qui sont inadmissibles à ce niveau-là. Et puis après Diakité aussi, parce que Diakité, on a vu tellement mieux de sa part que c'est un peu incompréhensible là ce qui se passe avec Diakité. Je suis un peu surpris, personne n'a parlé de Samsana. Moi je l'ai mis dans mes tops, Samsana, parce que je trouve qu'il fait encore un bon match, le petit Pichoun là, il monte en puissance.
Et son replacement tactique au milieu de terrain a quand même aussi débloqué quelques petits espaces. Et je trouve que voilà, fallait au moins le noter. Alors, c'est pas le plus gros top, hein, je suis d'accord avec tous vos tops. Hein, mais Sam Sana, je trouve qu'il a le mérite aussi de figurer là-dedans parce qu'il fait quand même encore un bon match. Totalement, oui. Ça devient de plus en plus intéressant. J'étais un peu critique à son égard en début de saison. Et plus je le regarde jouer, plus il me plaît. Même si défensivement, comme Machado, il va falloir qu'il cravache un peu. Mais je l'ai trouvé très intéressant, très fin techniquement, surtout sur son remplacement tactique. Et bravo à lui qui continue parce qu'on sent qu'il il a envie de progresser. Tous d'ailleurs, mais lui, il y a peut-être quelque chose à faire sur cette saison. Bon, après Dupé, bien sûr. Et les flops, moi je vous rejoins sur Gabrielsen. Gabrielsen, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Le fameux Viking, là, il est plus pas viking en fait, il est plus pirate ou quoi, mais pas trop viking. Mais après, bon, ça n'a jamais été un grand joueur non plus, attention, hein, mais on l'a peut-être vu un peu trop beau et il va falloir faire attention à lui. Est-ce que ça pourrait remettre en question son poste de capitaine, vous pensez ? Compliqué de changer de capitaine en cours de saison. Si ça se fait, ça sera lui qui se sentira pas les épaules et qui dira genre j'arrête. Mais je vois mal. Je le vois mal faire ça, mais pour moi, il a les épaules. Après, dans un vestiaire, tu peux être capitaine aussi, et sur le terrain, tu peux avoir d'autres leaders techniques ou quoi. Donc, moi, je pense pas, perso, après, à voir. Si ça se fait, c'est qu'il y a un remplaçant qui arrive. Ouais, voilà, c'est ça. Son brassard, c'est qu'il est remplacé. Et qui perd aussi son statut. Quand tu mets Sam Sana dans les tops, moi je le mets toujours pas parce que défensivement, il y a toujours énormément de carences. Et contrairement à Machado où ça progresse énormément et rapidement parce que tu sens qu'il avait juste besoin de comprendre comment les mecs à côté de lui jouaient pour s'adapter, Sam Sana, je vois pas de progrès dans l'apport. C'est un top. Alors c'est pas, tu vois, c'est plus un top encourageant. Genre, c'est pas, c'est genre sa prestation me plaît de plus en plus. Il y a beaucoup encore de progrès à faire. Mais son remplacement tactique a été très intéressant et tu sens qu'il est quand même assez polyvalent aussi. Après, je te rejoins et je l'ai dit sur les erreurs défensives, c'est sur les fébrilités défensives. Ça commence à falloir vraiment qu'il progresse là-dessus. Mais je le mets dans c'est un petit top si tu veux. C'est le top, petit top du top. Avec les encouragements de l'équipe éducative. Exactement, voilà. On conseille le passage en seconde. En tout cas, on a 2 pistons fins techniquement et ça va débloquer des situations qu'on n'a pas vu l'an dernier. Ça venait jamais des côtés quasiment. Et là, Machado a la prestation qu'il fait où il a beaucoup apporté aussi. Bon, on l'a dit, défensivement, ils doivent travailler les deux. Mais c'est encourageant, je trouve. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona ? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Maga de la tête ! Incroyable ! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez messieurs, on va passer à la preview de Toulouse 3. Donc on reçoit l'Estac ce samedi à 15h à Toulouse. Il n'y a pas de jingle, Mathis, c'est juste ça après, t'inquiète. J'étais en train de régler ta voix, mais ok. On reçoit 3 du coup qui est entraîné par Laurent Battès, un ancien Toulousain, messieurs. Ils sont 5e, ils ont 3 victoires, 2 défaites. C'est très solide à domicile, mais 2 défaites, sont intervenus à l'extérieur. On a un club qui vient d'être racheté par le Manchester City, le groupe Manchester City, qui est le City Football Group. Ils ont des clubs un peu partout, on va pas se mentir. Ils en ont Manchester City, il y a le New York aux États-Unis. Il y a Melbourne en Australie, il y a Yokohama. Il y a 3 City en France. Ouais, il y en a un peu partout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est la petite chose un peu drôle. Enfin, je trouve ça drôle, mais ça l'est pas forcément. Mais Laurent Battès, entre guillemets, n'est pas assuré de rester en poste parce qu'il est observé par le groupe et n'est donc pas vraiment sûr de rester. Il faudrait que sa philosophie de jeu colle avec ce que le City Football Group veut mettre en place. Pour le moment, j'ai l'impression que ça se joue quand même pas mal au football. Hier, pour avoir vu quelques petits extraits face à Clermont, c'était quand même pas trop mal. Après, voilà, ça voyage très mal, attention. Mais Laurent Battès, il n'est pas non plus sûr de rester à 200% sur le banc de l'Estac, messieurs. Par rapport à ce match, en quelques minutes, ça vous fait peur, ce match avant tout ça, petite précision.
On aura les Indians Tolosa qui seront présents. Samedi, il y aura les Visca aussi, il y aura une 140aine de places disponibles pour l'hommage à... Oh là, attention à ce que tu dis, il n'y a pas de place disponible. Non, pas de place qui seront données aux supporters, pardon. Le Forza Viola et les Indians Tolosa sont invités et ne rentreront que sur présentation de la carte de membre de l'association. Voilà. Donc c'est pas la peine d'essayer de les contacter pour essayer d'aller au match ou comme ça. C'est vraiment pour marquer le coup dans la mesure où on est aux dates anniversaires malheureusement du décès de Brice Taton. Le club a voulu perpétuer la mémoire de Brice, ne se sentait pas en droit de le faire en l'absence des Indians et du Forza, et donc ils ont invité les Indians Tolosa et le Forza Viola FC à venir, tout comme ils ont invité un membre des Indians et un membre du Forza Viola à venir s'exprimer au centre de formation pour raconter l'histoire de Brice, pour vraiment imprégner les jeunes joueurs en devenir et le futur de l'équipe toulousaine de l'histoire du club, de l'histoire de ses supporters, et créer des attachements en plus au club qui peuvent donner un supplément d'âme derrière. Oui, mais super geste de la direction. Ouais, pour le coup, ouais. Donc c'est pas des places, en effet, ce sont des ouais, parce que oui, non, mais tu as raison d'être précis sur ça, parce que ça peut j'étais pour d'autres raisons avec certains Indians malheureusement aujourd'hui, puisqu'on avait un procès aujourd'hui, et le téléphone n'arrêtait pas de sonner pour leur dire oui mais moi je veux venir, donc est-ce que je peux clairement ce ne sont pas les Indians qui en sont maîtres. Et le club a dit présentation de la carte Indians pour rentrer. Voilà, donc si vous n'êtes pas carté chez les Indians, vous ne pourrez pas... et on ne peut pas se carter dans la semaine, on est d'accord. Ce match, alors là, il faut voir avec les Indians, je me garderai bien d'affirmer quelque chose de ce côté-là, puisque je n'ai pas les cartes en main, je dis juste sur ce que je sais que voilà, c'est pas la peine de les contacter, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de dérogation, parce qu'on est vraiment dans un contexte très particulier, très spécifique, et voilà, ça a été organisé comme ça à la demande du club, puisque c'est le club via Olivier Jobert qui a demandé à rencontrer les Indians et le Forza Viola pour leur expliquer les choses, leur dire qu'ils voulaient faire quelque chose, qu'ils ne le feraient pas sans eux, et leur dire est-ce que vous voulez venir ou est-ce que vous ne venez pas. Voilà. Ok, bon, parfait. Merci pour la précision. Et tu as raison d'être précis parce que des fois ça peut avoir de l'ambiguïté. Les pronos, messieurs, on va... pour éviter que les téléphones des... Oui, que Rouille passe une bonne nuit, quoi. La soirée. C'est ça. Les pronos, parce que messieurs, on est un petit peu en retard, j'ai pas forcément regardé le temps, on est un petit peu en retard. Donc vos pronos très rapidement avec vos buteurs. Yves, tiens, commence. Mon prono, je reste sur un match qu'on va gagner. Je pense que la machine est lancée et que ils vont avoir à cœur d'être en action et pas en réaction. Donc 2-0, je mets toujours le but de Van Den Boomen, même s'il est déjà passé la semaine dernière. Et pour le deuxième but, allez, Bayo de la tête, tiens. Auxence. Moi, je vais dire pareil, nouvel état d'esprit, donc peut-être nouvelle victoire. J'aurais dit 2-1 avec, désolé Yves, mais les mêmes buteurs. Nathan. 1-0 avec une bonne frappe de Koné à l'entrée de la surface. En lucarne. Face à une belle équipe de 3 qui cherche clairement à monter, je vois le 1 partout avec un but de Antiste. Et moi je vais dire 2-0 aussi, et ça sera Machado. Machado il va passer, je le sens, c'est mon VDB à moi. Yves il a VDB, moi j'ai Machado, ça va passer. Et Camille, la prochaine fois, brief nos invités que s'ils se rendent compte qu'ils ont le même pari que moi, il faut absolument qu'ils le changent parce qu'ils vont perdre. Et d'empêche, vous êtes foutus de ma gueule la semaine dernière sur le 3-0, mais on a gagné 3-1 les gars quand même. Et la cote, je vais pas te mentir que la cote à 3-0, je l'ai quand même joué. C'était une cote à 22. J'ai mis 2 € quand même. Je me suis dit, on sait jamais. Alors tu peux dire ça, moi j'avais dit 2-0, donc il y a 3-1, donc on peut aller loin si on veut. Et j'avais le but de VDB en plus. Oui, non, c'est vrai d'ailleurs. Tu remontes dans le classement des pronos d'ailleurs.
Allez messieurs, on écoute un petit son et après on passera au débat. Il nous restera une vingtaine de minutes pour le débat et on va écouter un petit son que j'ai noté sur ma fiche que je ne retrouve plus. Si, c'est ça. C'est Rancing Time Bomb. On se retrouve dans 2-3 minutes. Quel anglais. Allez Mathis. C'est lancé, normalement, c'est lancé. Dying and the stories that are true. Secret to a collapse, knowing when you're through. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Back in the hole where they got him living like a rapper, he's smarter than that. 9 lives like a cat, 15 years old. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Now he's gone, now he got free, he got a coat, got a car. He's 21 years old, he's running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in. Whatever he can move on and you know that kid a creeping. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac. The boys are time bomb. The boys are time tattooed below his eye. His mother cries, she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. 3 shots right out of here and dead, the new king is crowned. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Allez, on est de retour sur Radio Occitanie dans la feuille de match foot. On est toujours avec la diste au téléphone. On a la feuille de match qui est autour, les violets qui nous suivent bien sûr. On va enchaîner sur le débat. Est-ce que il y a des problèmes défensifs? Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Eh oui, ça passe par bien défendre. Exactement. Ça n'a jamais été autant à l'actu chaque semaine, ce jingle. Franchement, on attend vivement le prochain. Alors, je pensais que tu allais nous faire un petit truc avec Furlan, tu vois. J'étais pas sûr. Il y a de quoi faire du travail. Je te fais un petit message. Dimitri, toi, tu nous as envoyé un message pour participer à l'émission parce que tu voulais parler justement de ces problèmes défensifs. Du coup, on a encore encaissé un but ce dimanche. Absolument. On a encore encaissé un sur coup de pied arrêté. Yves va encore rappeler les problèmes de Dupé sur son placement. Toi, tu as relevé pas mal de choses. Écoute, je vais te laisser la parole et tu vas nous expliquer pourquoi tu as voulu nous parler des problèmes défensifs du TFC. Alors, j'ai voulu en parler parce que la question c'est la défense toulousaine pose un problème qui perdure. L'année dernière, on prend 58 buts, on concède 2 buts par match en moyenne, c'est la pire défense de Ligue 1. On arrive en Ligue 2, évidemment avec plus de confiance. On se dit que ça va aller, on prend 8 buts en 5 matchs, donc on prend 1,6 buts par match. C'est trop, et c'est beaucoup trop pour prétendre au top 5. Les 2 éléments sur lesquels j'ai envie d'insister, c'est d'abord la quantité de fautes qu'on a vues, qui est presque hallucinante. Il y a une faute toutes les 2 minutes. TFC Auxerre, c'est une faute toutes les 2 minutes. Donc c'est un jeu très saccadé, très haché, où nos joueurs techniques n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer pleinement.
Pour rappel, on fait 23 fautes, ils en font 20. Contre Clermont, on en fait 19, ils en font 15. Contre Sochaux, on en fait 20, ils en font 13. Et contre Grenoble, on en fait 24, ils en font 17. Donc on remarque systématiquement, le TFC fait plus de fautes que ses adversaires directs. Ça pose la question évidemment du coup de pied arrêté, où on a été fébrile, et c'est important de rappeler qu'on a sur 8 buts concédés, 6 proviennent de coups de pied arrêtés. Donc là se pose la question du marquage. On a, je pense, à Machado malheureusement qui n'a pas du tout été au marquage, Gabrielsen qui doit prendre un rôle de leader et faire de ses joueurs des soldats. On n'a pas vu ça, on a même peut-être plus vu, même si dans son placement Dupé est pas bon, au moins il a ce rôle de leader, et on espère potentiellement une nouvelle recrue en défense qui aura beaucoup plus ce rôle-là et qui fera de ses joueurs des joueurs motivés qui ont la hargne. Le deuxième point, c'est la quantité de dégagement. J'ai envie de rappeler que toutes les 4 minutes, le TFC a dégagé la balle. Ça fait 21 dégagements pendant le match, c'est énorme, sachant que notre force créatrice du TFC cette année, on sent que c'est le milieu de terrain, avec, je pense notamment à Adli, à Van den Boomen, à Koné, à De Jager, des joueurs sur lesquels on peut compter techniquement, qui ont une finesse, qui peuvent pas s'exprimer quand on passe de la défense à l'attaque et qu'on balance sur Bayo. Ça fonctionne pas. Donc il y a une corrélation entre notre capacité à produire du jeu et la quantité de dégagement. En gros, plus on dégage, moins on produit de jeu, évidemment, puisqu'on passe pas par les milieux. Et il y a une corrélation entre notre quantité de dégagement et notre sérénité défensive balle au pied. Défensivement balle au pied, quand Diakité a le ballon, sans que les relances, c'est très fébrile, il n'y a pas de sérénité, c'est dangereux. Du coup, on fait quoi? On balance pour pas prendre de risques. Mais avec ça, on n'ira pas loin, on ne pourra pas viser le top 5 si on fait que de la défense et de l'attaque sans passer par nos points forts, qui est le milieu de terrain. Monsieur? Entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Et je tiens à rajouter aussi que le plus marquant, c'est que il faut pas beaucoup d'occasions adverses en fait pour déstabiliser cette défense. On a l'impression qu'en fait à chaque incursion défensive on est pris de court à chaque fois. On l'a vu contre Auxerre où en première mi-temps ils ont eu aucune occasion franche et ils ont eu 100% de réalisme avec leur frappe cadrée. On sent qu'on est vite pris de court avec Gabrielsen, on l'a dit tout à l'heure, mais qui s'est trouvé totalement. Il y a des problèmes de relance. Donc voilà, c'est plutôt inquiétant pour espérer viser une montée, étant donné que voilà, une défense quand même c'est quand même le sacré chantier à travailler. Et on l'a même vu face à Sochaux où on a eu quand même on a été très peu inquiétés, mais on sentait que dès qu'il y avait une accélération, où on était quand même assez déstabilisé. Donc voilà, après le problème, est-ce que c'est l'animation, est-ce que c'est les joueurs, est-ce que c'est le leader défensif? Moi, Gabrielsen, pour moi, et Diakité, ils ont quand même deux profils pour moi qui sont complémentaires, entre un qui est bon dans les duels et l'autre qui est censé appuyer avec sa relance propre et voilà, sa vista. Mais voilà, c'est un peu inquiétant. Après, est-ce qu'il ne faut pas repasser à 4 derrière? Ça me semble le mieux avec les joueurs qu'on a actuellement de jouer à 4 derrière. Moi, je pense que la défense à 3, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, on n'a pas les bons profils. Une défense à 3, faut avoir des mecs qui savent relancer de la tête, faut avoir des mecs qui sont bons techniquement au pied, faut avoir des mecs qui sont rapides. Pas la rapidité, je trouve que voilà, c'est pas les bonnes choses. Quand on est repassé à 4, je trouve ça encore plus intéressant. Après, est-ce qu'on doit recruter? Je sais pas, ça c'est seul le coach pourra nous le dire. Une solution en interne peut-être? Pour moi, à 3, si on continue à 3-5-2, il faut absolument un troisième axial, quoi. Parce que Amiens ne pourra jamais faire une saison entière à ce poste d'axial, même si voilà, il est propre, il n'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus l'assurance touriste. Donc si on joue à 3 derrière, il faut une recrue. Et si on change de système, on a vu qu'il y a des solutions à droite entre Samsana et Morera. À gauche, on a vu que Machado, c'est solide. Et dans l'axe, je suis persuadé que Diakité et Gabrielsen, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont des profils tout à fait complémentaires. Ouais, alors qu'il y en a Yves qui a été raccroché, qui a raccroché, mais on va essayer de le rappeler. Alors je n'ai rien fait du tout vu que je n'ai touché à aucun bouton. Ouais, mais c'est pas grave, on va se débrouiller pour le rappeler. Ouais, cette défense quand même, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Non. C'est depuis la Ligue 1, tu l'as déjà rappelé. Après, j'ai envie de te dire, Dimitri, dans le foot, qu'est-ce qui est important? Bien défendre ou marquer un but de plus que l'adversaire? Parce que là, cette année, en revanche de l'année dernière, on a quand même une attaque qui se retrouve. On est la 3e meilleure attaque, si je dis pas de bêtises. On revient souvent au score. Si on marque toujours un but de plus, qu'on en prend même 2 à chaque match, qu'on en a marqué 3, est-ce que l'essentiel il serait pas là? Ça, c'est un peu la question de la poule ou l'œuf. On ne sait jamais ce que c'est le plus important. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que sans solidité défensive
Et sans bonne relance, on passe pas par nos milieux, on balance devant et il y a faute ou il y a balle pour l'adversaire. Ou une fois sur 50, on peut espérer un ballon qui fuit, qui arrive sur Antiste, qui fait une frappe contrée et qui peut passer. C'est pas comme ça qu'on arrive au top 5, c'est pas comme ça qu'on monte. Ça c'est sûr. Si on peut continuer comme ça, mais on finira 12e. Si on veut vraiment viser le top du classement, un recrutement en défense centrale s'impose. Il y aura un véritable test aussi ce week-end face à Troyes, qui au-delà d'être une attaque solide, a également une défense assez homogène. Donc au final, ça va être le véritable test pour moi de ce début de saison, d'arriver à voir si on est capable de battre un outsider à la montée avec cette défense dont on parle depuis tout à l'heure. Absolument. Oxens, toi par rapport à ça, tu en penses quoi? Moi je reviens sur les 9 millions de la vente de Sangaré. Ouais. Il faut les investir. Derrière, du coup, pour toi, on doit les investir? Oui. Oui, parce qu'en attaque, après, ça commence un peu à bouchonner, malgré qu'ils soient pas tous forcément très rentables pour le moment. On a quand même Bayo, Ilé, Koulouris. On a toujours les Yeseka, même s'il n'est pas parti. Ça commence à bouchonner, alors qu'en défense centrale, à part Gabriel Sen et Diakité... Puis Sangaré, normalement, a été remplacé numériquement par De Jager. Donc au final, il n'y a pas besoin de réinvestir sur un milieu pour moi. Donc, et notre recrue aussi, le petit Suisse, 18 ans là. Ouais, bon ça on sait pas, c'est sûrement un truc sur le long terme. Oui, non, bien sûr, mais dans l'idée, il peut jouer à ce poste. Il y a Mvoué aussi qui est encore blessé, mais qui devrait rentrer dans le... Mais après, je vois pas garant d'abandonner le 3-5-2 en fait. Donc pour moi, il faut impérativement un troisième axial. Et pour rejoindre ce que tu dis, j'ai précisé tout à l'heure la quantité de fautes que le TFC faisait. On va forcément continuer dans cette optique au moins à minima. Ça va faire des jaunes, ça va faire des rouges. Et derrière, à 3, s'il n'y a plus Amiens, s'il n'y a plus un Gabriel Sen, un Diakité, il y a qui derrière? Parce que Rouault, c'est un peu... Rouault, on a envie. C'est un bon petit joueur de N3, mais le passage entre la N3 et la L2, on l'a vu avec certains joueurs cette année, c'est assez difficile. Ouais. C'est pas comme ça qu'on monte. Après, faut avoir... D'ailleurs, j'ai trouvé que Amiens se projetait énormément, et c'est pas que sur ce match-là, on le retrouve souvent aux abords de la surface. Est-ce que vous pensez que c'est une consigne du coach? Parce que ça crée quand même des déséquilibres avec Amiens qui monte énormément comme ça là. On peut que se dire que c'est une consigne du coach parce que c'est le niveau professionnel, mais c'est aussi un joueur qui a des restes de latéral droit et peut-être qu'il a des fulgurances où il veut monter. C'est encore un jeune joueur, c'est pas un joueur d'expérience qui sait parfaitement maîtriser son comportement sur le terrain peut-être. Est-ce qu'on a récupéré Yves avec nous? Parce que Mathis l'a rappelé. Normalement, on n'a pas récupéré que Yves. On n'a pas récupéré que Yves parce qu'on a une petite surprise. Je suis fier de moi, pardon. Mathis, et franchement, t'as géré. Franchement, parce que Mathis, c'est la première fois qu'il fait la technique. On lui a appris en 35 secondes sur le mec de Radio Vélo. Enfin, donc, du coup, merci à toi, Mathis, de nous avoir fait ça. Et on a une petite surprise pour les 8 dernières minutes parce qu'on parlait de la défense, messieurs. Et dans notre défense, on a Bafodé Diakité. Et on a un petit invité que vous connaissez bien sur la feuille de match, puisqu'il fait partie de lesviolets.com. C'est JB. Comment il va, JB? Salut à tous, ça va bien et écoute, en pleine forme. Hein. Ouais, je vous écoutais, je vous ai envoyé un message parce que j'ai les dernières infos sur Bafodé Diakité parce que je sais pas si vous avez suivi aujourd'hui, mais il y a eu des rumeurs, ça venait de Téléfoot, la chaîne, comme quoi Saint-Étienne avait fait une offre concrète sur Bafodé Diakité. Allez, dis-nous en plus, mon petit JB. Alors Bafodé Diakité, il fait bel et bien partie d'une shortlist de Saint-Étienne qui vient de vendre pour 40 millions d'euros Wesley Fofana. À l'heure où on se parle, il n'y a pas d'offre concrète pour Bafodé Diakité. En revanche, il pourrait y avoir une offre. On parle d'un chèque possible entre 9 et 12 millions d'euros, en sachant que la SSE a récupéré 40 millions. Mais aujourd'hui, du côté du TFC, c'est joueur intransférable. Ok. Voilà. Donc joueur intransférable. Donc ça veut dire que ce sera entre 16 et 20 au lieu d'entre 9 et 12. Après, est-ce que Saint-Étienne, alors je vous parle vraiment, voilà, est-ce que Saint-Étienne sera capable d'aller au-dessus de 12 millions d'euros? Pas de 12, mais ça pourrait être 13, peu importe. A priori, pas sûr. En tout cas, les joueurs vivent très bien à Toulouse. Il n'y a pas d'offre encore concrète pour la SSE. Ils s'attendent potentiellement à avoir une offre, mais aujourd'hui, du côté du TEF, c'est offre intransférable. En revanche, il y a d'autres joueurs qui sont bougés a priori pour d'autres joueurs, et notamment certains joueurs qui, je pense à, par exemple, à Manu Koné, qui lui, il reste une semaine de mercato, enfin un peu moins d'ailleurs. Lui, en revanche,
en cas de bonne offre, il pourrait y avoir des offres très concrètes qui vont arriver dans les prochaines heures. Ça pourrait être le départ surprise de la fin du mercato du TFC. Du coup, c'est... Je dis pas que ça se fera, mais en tout cas, s'il y a un des deux pitchouns, c'est les deux pitchouns, alors il y a Kelvin Amion aussi, mais Kelvin Amion, le dossier est encore un peu plus compliqué, mais parmi les pitchouns qui sont aujourd'hui titulaires entre Bafo Diakité et Manu Koné, il n'y a pas trop de rumeurs qui tournent autour de Manu Koné, mais a priori, on se dirigerait plutôt vers Bafo Diakité qui resterait, et Manu Koné, lui, là, jusqu'au dernier moment, même si aujourd'hui on tremble pas et on se dit bah non, il va arrêter toute la saison, attention, et pour être totalement complet, le TFC cherche bien et bien un milieu défensif, mais on cherche également un défenseur central, et ça n'a rien à voir avec potentiel départ ou pas de Bafodé Diakité. Mais Manu Koné, s'il s'en va, vu les déclarations de Comoli et de Garande, ça veut dire que l'offre est irrefusable, quoi. Voilà, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que pour Manu Koné, il n'y a pas d'offre concrète, aucune offre concrète. Voilà. Mais il y a des discussions. Alors il y a eu Leeds, mais a priori au dernier moment, Leeds là vient de trouver un accord avec Michael Cuisance, qui est un peu dans le même profil que Manu Koné, un milieu de terrain. Donc a priori, ce serait quand même compliqué de faire et Cuisance et Koné. Mais au TFC, on s'attend quand même à recevoir des offres concrètes de Manu Koné d'ici la fin du mercato. Ça chamboule un peu tout, hein. On parlait du débat de la défense. Nous, on voyait un Gabriel Say un peu fébrile. Diakité, on n'avait pas trop parlé. Amiens, c'est vrai qu'il était un peu sur le départ. Mais là, si Diakité devrait partir, enfin, potentiellement une offre, c'est vrai que ça chamboulerait un peu tout, une nouvelle fois au TEF. Oui, mais après, 12 millions, il y a de quoi faire en Ligue 2. Avec 12 millions, plus les 9 millions de Sangaré, on est déjà à 20. Parce que c'est que le mercato ferme bientôt, quoi. Donc, faut se dépêcher. De toute manière, JB, on va pas se mentir, la nouvelle cellule de recrutement anticipe maintenant tout ça. Comme tu l'as si bien dit, ils sont déjà en train de chercher un défenseur central. Oui. Après, ça n'a pas de lien avec le départ de Sangaré, de Diakité. Et encore une fois, je vous répète, aujourd'hui, c'est vrai que ça, on a reçu beaucoup de messages de tweetos de Saint-Etienne. Est-ce que Diakité est bon, etc. On a répondu, mais aujourd'hui, on dirige plus vers Diakité qui reste au TFC malgré une vraie volonté de Saint-Etienne de s'intéresser à lui. Voilà. Voilà pour Bafo. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si Diakité s'en va, dans la mesure où on cherche déjà un défenseur central, c'est pas un qu'il faudra, c'est deux. Et ça complique la donne, parce que le marché est très très compliqué, et que si le TFC n'a encore fait pas forcément de recrues, notamment au poste prioritaire qui est le milieu défensif, c'est pour diverses raisons, mais d'abord parce que le mercato pour faire partir des joueurs, parce qu'on a trop de joueurs sous contrat, c'est très compliqué. Ibrahim Sangaré vient à peine de partir, alors que ça fait depuis 6 ou 8 mois qu'on nous dit que de toute façon il va partir, et qu'il attendait la moindre offre pour se casser. Qu'il y a d'autres joueurs comme Rogel, comme Coupé, comme Bostock, qui sont toujours sous contrat. Et oui, mais non, mais je l'ai oublié, Rogel. Bien joué. Et oui, ils sont toujours sous contrat. Et ils sont toujours sous contrat. Et aujourd'hui, ils sont toujours sous contrat. Et tant qu'ils sont pas partis, pas facile d'avancer sur certains dossiers. Et d'ailleurs, pour terminer, on a mis l'info hier soir, mais peut-être que vous l'aviez loupé, mais Mathieu Goncalves se dirige vers un prêt sans option d'achat du côté du Mans. Mais tu n'as pas écouté le début d'émission, JB, parce qu'on l'a annoncé. Ah, désolé, je suis branché à 10, ouais. Non, oui, alors, je vous le confirme, en tout cas. C'est confirmé, parce que moi, je ne l'ai pas confirmé. J'ai dit qu'il était en partance pour le Mans, mais tu le confirmes qu'il va vraiment y aller? A priori, en tout cas, il y avait un rendez-vous avec Damien Koboyi hier soir. Il n'y a pas d'informations qui vont à contresens. Ça se joue entre Bourg-Perona, qui est dernier de National, et Le Mans, qui est 7e ou 8e. Et c'était Le Mans qui a remporté les faveurs de Mathieu Goncalves, qui arrive dans une position de titulaire. Lui, il voulait absolument jouer. Il n'y aura pas d'option d'achat. Et ça devrait être officialisé dans les prochaines heures. Il y a un gros chantier, hein. Il y a un gros chantier, hein. C'était notre débat. On a eu du nez là du coup, avec les dernières petites infos aussi. JB, tiens, tant que je te tiens, ton prono toi pour samedi? Parce que t'es à 0 points sur le classement, mais tu nous envoies pas les messages. C'est comme Samuel, il envoie pas les messages. Je vais vous dire un partout. Je vais vous dire un partout. Grosse équipe de l'Estac et un TFC qui a certes récupéré un capital confiance intéressant après TFC Auxerre, mais qui a quand même encore quelques difficultés, quelques points faibles. Et l'Estac, j'ai regardé le match hier contre Clermont, c'est pas mal. C'est pas mal.
Ah oui, ça joue la montée sans aucun souci, et ça jouera la montée sans aucun souci jusqu'à la fin de la saison. C'est très solide. Donc malheureusement, il va falloir gagner contre 3 si on veut recoller au classement et si on veut espérer toujours jouer cette montée et ne pas offrir des points aux adversaires directs. Mais je crains un partout. Allez messieurs, il va nous rester 2 minutes. On va clôturer l'émission. Yves, un petit point sur la diste. Petit point à 10, aujourd'hui on avait le procès de l'envahissement de tribunes après TFC Reims, et donc on prend 3 condamnations à des amendes, ce qui était difficilement évitable au vu de l'envahissement qui était réel de la tribune. Après, ce qu'on regrette amèrement, c'est que sont condamnés des gens à qui on ne peut pas reprocher grand-chose sauf d'avoir été là, puisque on les reproche des violences volontaires. En guise de violences volontaires, on transforme en violence volontaire le fait d'avoir voulu passer une porte par laquelle ils n'auraient pas dû passer. Donc c'est un peu dommageable, mais bon, on réussit à éviter des interdictions de stade qui auraient été très très compliquées. Donc c'est une demi-satisfaction, mais satisfaction quand même. On peut toujours s'abonner à la liste. Alors, c'est pas on peut, c'est il faut, parce que justement, avec cette affaire-là, je ne cache pas que les finances de l'association sont un peu dans le rouge, parce que on a pris en charge l'avocat de ces jeunes gens, puisque pour nous, il n'était pas admissible que on reproche uniquement à 3 personnes prises au hasard. Je mets bien entre guillemets le mot hasard. L'action de 60 personnes, normalement en France on est responsable que de ces actes individuels, mais là c'est pas les actes individuels qui ont été sanctionnés en fait. Allez messieurs, il nous reste quelques secondes. On va remercier Dimitri d'être venu. Merci à toi Dimitri. Merci à vous, merci. N'hésitez pas d'envoyer un petit message sur le site La Feuille de Match pour venir participer comme lui. Merci Auxence et Nathan d'être venus. Nous, La Feuille de Match, on va aller voir Porter Foix samedi à 20h, match de Coupe de France, et après on ira faire une émission spéciale à Porter sur Garonne le vendredi 16 octobre qui sortira après en podcast sur la chaîne YouTube. Merci, un grand merci à toi Mathis pour la technique. J'ai fait de mon mieux, j'espère que c'était bien. Un grand merci à toi JB aussi d'être venu nous parler de Diakité sur les dernières minutes de l'émission. Avec plaisir, bonne émission, et sachez que Yves, je te le dis officiellement, j'aime pas trop le dire de façon publique, mais le site lesviolets.com fera un geste financièrement envers la liste encore une fois cette merci à toi JB, bravo les gars. Il nous reste quelques secondes. J'aimerais juste dédier aussi cette émission à la mémoire de Brice Taton qui nous a quitté il y a 11 ans. Une grosse pensée pour lui et toute sa famille. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Occitanie 88.3 avec lesviolets.com, la liste et la feuille de match. Bye bye, à bientôt.